De mon point de vue, je pense qu'il faudrait avoir une séance d'ostéo en mater. Mais pour quasiment tous les bébés. Que la naissance se déroule super bien ou que la naissance se déroule beaucoup plus difficilement. Ça devrait être obligatoire pour les naissances avec instruments, pour les naissances qui sont longues, pour les naissances qui sont compliquées. Mais je trouve que un petit bilan en mater pour tous les bébés, au pire des cas, on fait rien parce qu'il y a rien. Mais de faire voir le bébé par un ostéo, ça me semble assez judicieux. Dans le cadre des accouchements, là où je recommande souvent l'ostéopathie, c'est pour les accouchements qui ont été extrêmement rapides. Ça paraît bête parce que souvent on pense à plus c'est long, plus ça va être compliqué, mais quand c'est très rapide, ça peut entraîner pas mal de problématiques aussi. En très rapide, on va dire moins de 4-5 heures, en tout compris. Hein. Pourquoi? Parce que moins de 4-5 heures, souvent, c'est des... Alors, je parle vraiment quand on est au 8e, 9e bébé, c'est encore différent. Mais quand on est sur les premiers bébés, c'est très très rapide. Ça veut quand même dire que les contractions ont été ultra puissantes, que c'était un peu l'essorage là-dedans. Et souvent, c'est rare d'avoir un... Ça peut arriver, mais c'est vrai que je le vois moi souvent beaucoup. Avec des accouchements rapides, on a des périnées qui sont pas en super bon état, où le périnée n'a pas le temps de vraiment s'ouvrir en éventail, et du coup ça a poussé fort. Et ça montre à quel point ça peut être aussi violent du côté de l'enfant. Voilà, c'est des contractions qui sont quand même très très puissantes, et il y a un peu moins de douceur dans cet accouchement-là. Donc il peut y avoir un espèce enfin, le crâne va être forcément beaucoup plus soumis à des tensions et à des contraintes qu'un accouchement qui prend un peu plus de temps, et avec des contractions qui sont peut-être qui montent un peu moins exponentiellement rapidement. Donc de venir aller vérifier là-dessus, voilà, de vérifier surtout les contraintes crâniennes que ça a pu engendrer. Ça, c'est la base, en tout cas sur un accouchement un peu rapide, mais c'est exactement la même chose sur un accouchement qui est un peu long, finalement. Parce que quand c'est un petit peu trop long, la tête du bébé, elle reste coincée vraiment dans le détroit au niveau du bassin, le crâne, il est déformable. On a des fontanelles, donc c'est des petits espaces entre les os du crâne qui permettent du coup de déformer, d'avoir une certaine déformabilité du crâne, de malléabilité. Le crâne d'un enfant est un peu mou par rapport à nous, notre crâne d'adulte, pour pouvoir passer justement dans le col de l'utérus et dans le vagin. Sauf que quand ça prend beaucoup de temps, le crâne, il a tendance à être un petit peu prolongé. Voilà, Allongé, ouais. c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle les crânes en pain de sucre. C'est vraiment très long. Alors dans la majorité des cas, ça se remet sous 24-48 heures, et parfois c'est un peu plus long, et parfois vraiment beaucoup plus long. Et quand voilà, passé 24 heures, 48 heures, on voit que le crâne il est un peu pas tellement droit, on va dire ça comme ça, pas tellement rond. Il y a un intérêt aussi à les consulter là-dessus. Là, c'est juste sur la forme du crâne, mais après, on a toutes les problématiques de torticolis, les enfants qui tournent pas la tête d'un côté, enfin que d'un côté et pas de l'autre côté. On peut avoir des enfants qui pendant les contractions, avaient la tête d'un côté, et hop, ça vient créer des tensions. Même pendant la grossesse, un enfant qui bouge pas beaucoup, qui peut se caler vraiment d'un côté et qui a du mal à tourner de l'autre côté. Voilà, ça, c'est les choses sur lesquelles on va souvent jouer, et qu'on peut jouer très rapidement, et qui peuvent arriver à régler pas mal de soucis, puisque du coup, un enfant, le principal problème, c'est de se nourrir et d'être confortable assez pour pouvoir dormir, et en pouvant bien manger, d'avoir une digestion qui est confortable. Voilà. C'est les 3 points importants pour un bébé. Un bébé qui a une tête qui tourne toujours d'un côté, qui tourne pas de côté, pour pouvoir se nourrir, que ce soit au biberon ou au sein, ça risque d'être compliqué. Il risque d'être très inconfortable. La digestion peut éventuellement être gênée de ce fait-là. Et du coup, un sommeil qui va être aussi un petit peu dérangé. Et là, on est sur une des problématiques qui peuvent être vite embêtantes et importantes. Alors que réellement, parfois, il suffit juste de détendre un muscle ou deux, et on est reparti pour un tour, quoi. Voilà, c'est souvent plus compliqué que ça, mais voilà. On est dans l'idée de consulter au départ. On peut avoir 1 ou 2 séances d'ostéo et que ça règle le problème. C'est pour ça que c'est pour moi hyper intéressant d'avoir en tout cas, si c'était possible, d'avoir un ostéo amateur systématiquement. Au moins, on élimine ce côté-là.
que finalement nous on retrouve en cabinet, hyper tôt. C'est des enfants que j'ai dans souvent les 24-48 heures en post-mater, dès qu'ils sortent de la mater. Mais on les voit assez tôt parce que le poids il commence à dégringoler et qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Donc, pour parler des instruments, parce que là on pourrait dire les déformations crâniennes, ce serait systématiquement en cas d'instrument, mais c'est pas forcément que en cas d'instrument. Parfois, on a des instruments qui sont bien positionnés où le crâne il bouge pas du tout. Parfois, on a effectivement des instruments où c'est un peu compliqué, la ventouse qui va souvent déformer en haut, les forceps qui vont souvent déformer plutôt au niveau de la latéralité avec une certaine asymétrie. Pareil pour les cuillères. Enfin, il y a pas mal de petites choses où c'est bien de vérifier. Moi, je pense qu'il faudrait au moins une petite vérification dans les 3 semaines à 1 mois pour les enfants en après la naissance. Après, voilà, les petites choses importantes que moi je retrouve en consultation, c'est les problématiques de succion qui sont hyper, hyper importantes avec un bébé qui a du mal à prendre le biberon ou à prendre le sein. Avec, pour faire l'aparté, c'est pas censé être douloureux un allaitement, quoi, même au départ. Voilà, on peut avoir le côté douloureux de la montée de lait, et cetera, mais la succion en elle-même, elle peut être un peu sensible, mais elle doit pas être douloureuse. À partir du moment où c'est douloureux, consultez. Consultez Mmh. soit une consultante en lactation, formée, vraiment, 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 pas juste quelqu'un qui ait un tout petit peu d'informations sur l'allaitement. Et si jamais c'est pas suffisant et que on vous signale qu'il y a un problème d'ouverture de bouche, que une bébé à tête qui tourne que d'un côté, consultez un ostéopédiatrique, quoi. Parce que c'est vraiment le truc où en général les enfants peuvent perdre du poids très rapidement et puis ça peut réamener à une hospitalisation juste par une problématique de tension corporelle. Et là, pour moi, c'est un échec de l'accompagnement médical. C'est-à-dire que si on en arrive là à devoir donner un biberon à un enfant qui est allaité ou la maman veut allaiter parce qu'on lui apporte pas les informations concrètes sur l'allaitement, ça me paraît assez dingue. Et pour la petite information, si un allaitement au sein se passe pas bien, un allaitement au biberon ne se passera pas mieux. Voilà, c'est juste qu'on recule la problématique. Donc le biberon n'est pas une solution de confort. Et la solution à tout, quand il y a des problématiques d'allaitement, on traite les problématiques d'allaitement et éventuellement plus tard on passe au biberon si jamais c'est une volonté. Mais c'est pas plus simple. Souvent, si ça règle la problématique de succion, ça crée d'autres problématiques derrière, notamment au niveau de la digestion, parce que la différence avec le biberon, c'est que les biberons des tétines sont plus grandes, avec des débits plus grands. Donc le bébé prend plus de lait, mais par contre, au niveau de la digestion, souvent, on a les reflux et c'est un petit peu cata. Donc, je fais des généralités parce que c'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord, mais voilà, s'il y a une problématique de succion, il faut la régler, que ce soit au sein ou au biberon. Si on voit qu'il y a du lait qui coule un peu partout, que bébé a le hoquet, qu'il y a des claquements de langue, que les biberons, on les finit en 1 heure ou au contraire en 5 minutes. Pareil pour la tétée, que ça dure 5 minutes ou que ça dure 45 minutes sur les tétées nutritives, je parle. Il y a des problématiques. Il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est partie Pour moi, la seule urgence qu'il y a en ostéopédia, c'est la succion. Un bébé qui ne prend pas de lait, qui ne tète pas, qui ne prend pas son biberon, c'est une problématique. C'est une urgence. Voilà. C'est les seules urgences que j'ai en 24-48 heures obligatoires où je déplace le planning pour pouvoir les prendre au cabinet. Voilà. Après, tout le reste, les bébés qui ont des torticolis ou qui vont commencer à avoir les têtes plates, etc., c'est des urgences relatives parce que il faut, oui, prendre en charge parce qu'une déformation crânienne peut entraîner des problématiques cognitives. Alors là, je vais sur un terrain un peu glissant parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de recherches scientifiques sur ce domaine-là et on a un petit peu de tout. Mais la thérapie manuelle sur une déformation crânienne, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment importants. Et, et c'est un combat en quotidien, hein, parce que le nombre de fois où j'entends mais vous inquiétez pas, avec les cheveux ça se verra plus ou oh ça c'est rien, c'est juste esthétique.
ouais, votre enfant pourra pas mettre de chapeau, de casquette, en fait. Il aura le crâne qui sera tellement plat que derrière, il y aura plus rien qui va lui aller. Super. Puis c'est surtout que, voilà, une déformation crânienne entraîne forcément des asymétries au niveau du visage. Qui dit asymétrie au niveau du visage dit potentiellement des troubles de la vision, parce que les nerfs optiques vont peut-être, enfin en tout cas la forme de l'œil peut entraîner des difficultés, des troubles de la vision. On peut avoir des problématiques aussi au niveau ORL, parce que du coup les structures de la face se rejoignent au niveau des structures du crâne. Donc il y a beaucoup de troubles potentiels. Encore une fois, c'est une potentialité, c'est pas forcément obligatoire, mais qui peuvent se traiter assez facilement dès le début en fait. Et il faut savoir que les os du crâne ont une malléabilité assez importante, jusqu'à 5 mois environ. Alors c'est une marge, hein, c'est une fourchette. 5-6 mois, c'est une fourchette. Il y a des enfants qui ont des crânes beaucoup plus malléables un peu plus tard, et d'autres où ça se fixe beaucoup plus tôt. Voilà, il n'y a pas beaucoup de crânes qui sont vraiment déformés par la grossesse et par la naissance. Il y en a beaucoup plus qui sont déformés par le manque de mobilité et par des outils de puériculture et le manque d'information des parents. Quand on a un crâne qui est plat comme ça et qu'on se dit ouais c'est pas grave, ça va être esthétique, alors que réellement en faisant en sorte que le bébé soit un peu moins dans le parc, un peu moins dans le transat, un peu plus en portage, un peu plus sur le tapis de sol, avec plus de mobilité, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très 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 corrects, assez rapides, et où les parents souvent me disent mais si on avait su. Et ouais, c'est le si on avait su. Et j'ai la deuxième question, c'est si c'est nocif pour nos enfants, pourquoi c'est vendu dans le commerce? Bah ouais, voilà. Et ça, c'est fou parce que, enfin, moi, j'avais été vachement, enfin, c'était un peu une fixette pour moi, pour se dire. J'avais une amie, enfin, sa fille, voilà, ça m'avait choquée. Je pense que je t'avais montré. Et donc, moi, c'était vraiment une fixette. Et j'en parlais à ma mère, justement, de ces choses-là. Elle me dit, mais nous, on connaît pas ça. Nous, il y avait pas ça à l'époque. Alors, je sais pas ce que ça veut dire parce que je pense pas qu'ils nous portaient plus que nous, comme on est quand même au courant maintenant, conscient. Comment ça se fait Alors la différence, que ça sort là c'est pas maintenant? qu'il y avait pas, c'est qu'il y a toujours eu. Mais il y a deux choses qui expliquent ça. Le fait qu'on en parle plus maintenant parce que on a plus fait de recherches, on a plus cherché ça. Maintenant, on prend les mesures du crâne de bébé, ce qui se faisait pas avant. Donc il y a plus de sensibilisation, et comme il y a plus de sensibilisation, on en parle plus, et donc forcément on en voit plus. Bon, le nombre d'adultes que je vois avec des problématiques de tête Ah plate, oui, moi aussi. ça existait avant. Voilà, Oui, c'est c'est juste que clair. c'était pas pris en Ouais. charge pareil. Et la deuxième chose, c'est que les outils de puériculture sont de plus en plus extravagants. On a Mmh. de plus en plus de choses qui n'existaient pas avant, et qui est utile. Là, je voyais l'autre jour, il y a alors la Chine est au top là-dessus, mais ils ont inventé c'est un espèce de truc pour tenir le biberon. Et au bout, il y a le biberon, et de l'autre côté, il y a un truc pour mettre son téléphone portable, quoi. Voilà. Et ça paraît bête parce que là, je prends volontairement quelque chose qui est assez extrême, mais le Yupala, Oui, j'allais te ces demander, ouais. trucs-là, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps, et qui sont faits à la base pour que l'enfant soit dedans pendant que le parent il fait autre chose. Mmh. Alors que réellement, vous pouvez très bien faire autre chose, pas le souci, mais en portage par exemple. Si vous voulez avoir vraiment la sécurité, vous mettez votre bébé dans votre dos, et avec un porte-bébé adapté, physio, et puis vous faites votre vie en fait. Voilà. Et puis voilà, puis quand on peut très bien mettre le tapis de sol à un autre endroit, plus proche, pour avoir de la visibilité, laisser son enfant au sol. Il n'y a pas forcément d'obligation à le laisser, à le mettre dans un outil de périculture comme ça. C'est pareil Oui, et puis pour. si on peut vraiment pas faire autrement, on peut pour, quelques instants, mais c'est ça de pas le laisser toute la journée dans un Upala, dans un Oui. transat. Non, mais après, il y a pas, c'est comme pour tout, c'est ce qu'on en fait qui fait que ça Mmh. devient problématique. Mais le Yupala, il n'est pas fait pour rester. Personne n'utilise 3 minutes. Non, c'est ça le problème, voilà. Le problème, il est là. Le transat, Mmh. maintenant, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent un petit peu. Moi, je suis pas contre le transat. Je suis contre l'utilisation prolongée. C'est ça le Mmh. problème.
mettre son bébé dans un transat juste après manger pour éviter qu'il régurgite, oui. Mettre son bébé dans le transat pendant que vous vous douchez, bien sûr. Mettre son bébé dans le transat parce que faut aller, je sais pas, avec le plus grand, il y a quelque chose à faire. Ok, mais c'est de façon transitoire, c'est un petit peu, c'est pas 4 heures et en étant devant les écrans. Voilà, il y a aussi juste une question de logique. Je veux pas critiquer les gens qui le font parce que je pense que c'est majoritairement par un manque d'information et d'outils que les gens font ça, que les jeunes parents font ça. Mais ce qui m'embête moi, c'est le manque d'informations qu'on a par rapport à ça. Pour moi, le transat, ça devrait être vendu avec une utilisation à utiliser avec parcimonie et pas laisser bébé tout le temps dedans, quoi. Voilà. Et pareil, dans tout ce qui est les réducteurs de bébé, etc., de comprendre que tout ce qui vient empêcher le mouvement de bébé vient forcément aggraver, à un moment donné ou à un autre, par le temps, les mouvements. Le coussin anti-tête plate, c'est la pire invention du monde, quoi. Ça porte exactement l'opposé de ce que ça fait. C'est vraiment un coussin qui provoque les têtes plates. Voilà. C'est le comble. Bah ouais, mais Mais d'ailleurs, ça, en parlant de ça, justement, tu vois, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est... Ma question pour toi, c'est quand j'en parlais justement à ma mère, elle me disait, nous, on vous couchait sur le côté, etc. Voilà. Donc là, maintenant, on nous dit, il faut coucher sur le dos. Est-ce que c'est ça qui fait ou est-ce que c'est tout le reste dans la journée? Est-ce que juste avoir un bébé qui dort sur son dos la nuit, c'est ça le problème? Qui fait des tech pattes? Ou est-ce que c'est tout ce qu'on a dans les journées, les transats, etc.? c'est principalement ce qu'on a dans la journée parce que on a là coucher son bébé sur le dos, c'est l'évolution les avancées scientifiques qui nous ont montré que ça réduisait les potentielles morts inopinées du nourrisson. Et on va garder ça. On sait que scientifiquement, effectivement, ça réduit cette possibilité-là. Donc, on privilégie au maximum le positionnement couché sur le dos pour dormir. Il y a eu une période où c'était sur le côté, une période où c'était sur le ventre, parce qu'on n'avait pas les mêmes informations. Voilà. Là, maintenant, c'est OK. Maintenant, coucher un bébé sur le dos, quand le bébé il est fonctionnel, ça veut dire que tout marche bien dans son corps, il ne va pas rester comme ça. Il va tourner un peu à droite, il va tourner un petit peu à gauche, ce qui fait que l'aplatissement, il va pas se faire à un seul endroit. Coucher un bébé sur le dos ou sur le côté, s'il bouge pas du tout, de toute façon, ça s'aplatira du côté où il est couché. Voilà. Donc c'est principalement le manque de mobilité, soit physio parce que justement il y a des soucis dans la grossesse, la naissance, etc. Soit le manque de mobilité de la journée déjà, ou du couchage de la nuit, parce qu'il y a des parents maintenant qui vont coucher leur enfant avec un coussin sous la tête ou dans un coussin d'allaitement, qui vont laisser coucher toute la nuit dans le coussin d'allaitement. Le bébé, il est comme ça, il bouge pas et il va pas tourner la tête. Donc c'est là où ça peut créer justement des tensions, des troubles fonctionnels au niveau de certains muscles qui vont pas pouvoir bouger comme ils veulent, et l'aplatissement du crâne. Donc principalement ce qui va être fait la journée et dans quels outils bébé va dormir, où est-ce qu'il va dormir, et c'est souvent ça. Les bébés on est une société où on porte pas beaucoup nos enfants. Encore une fois, je fais une généralité, mais malheureusement, je vois plus de gens avec des poussettes qu'avec des porte-bébés. C'est pas négatif de pas porter son bébé, c'est juste que en le portant, la tête elle est contre rien du tout. Donc forcément, la meilleure des solutions pour pouvoir avoir un bébé avec une belle tête ronde et qui bouge bien, c'est de le porter. Et en plus de ça, c'est la continuité de la grossesse. On est sur un bébé il n'est pas encore réellement fini, ce bébé. Il est immature. On peut pas immature parce qu'il peut pas encore marcher, il n'est pas fonctionnel. Tous les mammifères dans la nature, quand les enfants naissent, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça gambade et ça part et puis hop, voilà. Nous, on est une espèce de mammifère où on fait des enfants où pendant 1 an, ils sont pas capables de marcher, bouger, pas capables, ils vont gambader un petit peu, mais ils peuvent difficilement faire les choses tout seuls. De par notre évolution, on n'a pas eu d'autre choix, sinon on ferait des bébés qui seraient trop gros pour pouvoir les sortir. Et donc du coup, on a une évolution qui évolue là-dedans et qui nous fait dire aussi que vu qu'on sort de bébés qui sont pas encore matures, il faudrait qu'on continue à les porter pour pouvoir justement
attendre que le fonctionnement cognitif et que le fonctionnement physique puisse faire qu'ils soient autonomes. Mais à côté de ça, on a une société qui fait que non, faut surtout pas, faut qu'on puisse avancer. On a besoin d'être libre de nos mouvements, on a besoin d'être séparé de son enfant assez rapidement pour pouvoir aller travailler, etc., etc. Et c'est complètement à l'opposé de ce que les enfants ils ont besoin. Ils sont pas finis, et il faut attendre qu'ils soient finis, en fait. La société, elle est pas dans ce fonctionnement-là, mais malheureusement, physiquement parlant, il y a un intérêt. Si le crâne, il est pas encore mature avant 5-6 mois, c'est bien pour une raison. C'est la raison de, il faut que ça passe au niveau de l'utérus et du col de l'utérus. Mais aussi, c'est aussi ça qui fait que du coup, il faut s'en occuper un peu plus longtemps aussi. Et donc, pour moi, c'est assez ambivalent. Sur ce côté-là, on a le côté sociétal, on peut pas faire autrement. En tout cas, on peut difficilement faire autrement. Et on a le côté juste des besoins de l'enfant. Et les deux se collent pas. On n'arrive pas à avoir quelque chose qui est fonctionnel. Et ça paraît assez incroyable parce que voilà, faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et la société va du côté de la société, c'est-à-dire qu'on va du côté de, il faut qu'il soit stimulé, il faut qu'il marche vite, il faut qu'il fasse tout vite. On est dans une société où tout doit aller vite. Donc, faut l'enfant, il soit stimulé, il faut qu'il marche rapidement. Donc, on va le mettre dans une position qu'il n'a pas encore acquis par lui-même. On va le mettre assis très rapidement. On va le mettre debout très rapidement. On va essayer de le faire marcher le plus tôt possible. On va s'extasier quand les enfants de 2 mois, quand on les met sur soi, ils marchent. Mais en fait, non, ils marchent pas. C'est des réflexes qui sont en train qu'ils ont, mais ils marchent pas encore. Sauf que de les mettre dans ces positions-là, ça leur crée justement, alors si c'est une fois de temps en temps, pas grave, hein, mais les mettre dans des positions assises alors qu'ils n'ont pas encore compris comment faire, ces enfants qui vont pas non plus savoir comment sortir de cette position-là et qui vont faire que pleurer. Et en fait, du coup, on le met dans une position où on se dit, là, assis, il verra plus de choses, il va être plus content. Et on se met soi-même dans une position où l'enfant, quand il va vouloir sortir de cette position-là, il va forcément crier, il va forcément pleurer pour qu'on le sorte de la position dans laquelle on l'a mis. Alors qu'un enfant comme Motrice est libre et qui va prendre son temps, qui va s'asseoir par lui-même, il saura sortir la position assise par lui-même aussi, il va pas avoir besoin du parent pour le faire. Donc il y a un côté où on veut accélérer les choses et en fait finalement on se met plus de bâtons dans les roues que si on essaie juste faire tranquillement et qu'on accompagne tranquillement et au rythme de chaque enfant pour gagner plus d'autonomie. Donc je trouve ça assez drôle qu'on dise aux parents qu'en portant les enfants, qu'en étant vraiment très proche d'eux, on leur donne des mauvaises habitudes, alors que c'est clairement ce qu'ils ont besoin et que au contraire, derrière, ça leur donne plus d'autonomie qu'un enfant qui est lâché pleinement justement dès le départ et qui est pas accompagné, qui souvent a plus de difficultés après derrière parce qu'ils sont plus en insécurité, quoi. Donc la sécurité parentale, l'accompagnement parental est hyper important au départ. Il y a plein de façons de faire. On fait encore une fois avec ce qu'on a, avec qui on est et avec l'enfant qu'on a. Mais voilà, tous les outils de puériculture qui ont été inventés, c'est inventé pour que Les parents puissent retourner travailler. puisse retourner à sa vie que quand il n'était pas parent, en fait. Sauf qu'avoir un enfant, c'est pas la même chose. On peut pas, voilà. Donc il y a des outils qui sont intéressants, qui peuvent être utilisés encore une fois, qui peuvent nous aider. Mais il y en a plein qui nous mettent des bâtons dans les roues et voilà, moi je sais que ça reste, quand on fait le point, une majorité sur une première consultation enfant. Allez, les 3 quarts de la consultation, on parle de ça, on parle des outils de puériculture, on parle de comment ça se passe à la maison, de qu'est-ce qui est utilisé pour pouvoir essayer d'informer les parents. C'est jamais, dans mon discours, je suis jamais tout blanc ou tout noir, parce qu'on a tous des besoins différents. Mais plus j'informe, plus je sais que les parents vont prendre la décision en tout état de cause avec toutes les cartes en main. Et comme ça, je sais qu'au moins j'ai fait ma part du boulot. Quelqu'un qui continue à mettre son bébé dans un transat 4 heures par jour, avec l'information que je lui apporte, c'est quelqu'un qui prend ces décisions-là en tout état de cause et qui a les conséquences aussi en tout état de cause. Potentiellement parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, potentiellement. Donc, on va quand même traiter, accompagner ces enfants-là et ces parents-là. Mais je préfère ça que quelqu'un qui le met 4 heures dans un transat et qui n'a pas l'information et qui plus tard me dira mais si j'avais su. Je savais pas. Voilà. Donc mon but, c'est pas de culpabiliser les gens, pas du tout. C'est juste de dire, ok, c'est parce que c'est un accès libre dans un magasin que forcément c'est bon pour votre enfant. Voilà. C'est sûr. Il n'y a pas d'exemple comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en tant que jeune parent, on a tellement d'informations contradictoires à droite, à gauche que
On fait parfois au plus simple et on fait aussi avec ce qu'on a. Et c'est vrai que quand on rentre dans un magasin de puriculture, on s'attend à ce que tout soit bon. En Bah, fait, en fait, ce serait bien de dire qu'on a besoin de pas grand-chose, oui, on a besoin. au Mais après, final. encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont besoin aussi de matériel pour se rassurer, de se dire, OK, Mmh. ça va aller parce que justement, j'ai tout ça. Euh, Souvent, ça évolue. Il y a beaucoup moins de trucs au deuxième, troisième enfant. Mais la société veut que si vous êtes, enfin, pour être un bon parent, il faut avoir tout ça. Il faut avoir la poussette Oui, d'un oui. écrit, il faut avoir le truc machin. Il y a quelque chose on raccroche le bon parent au matériel plus qu'à Mmh. réellement le contact. Et voilà, la poussette d'un écrit n'a jamais fait que, enfin, ça allait tout changer avec pour votre enfant, quoi. Ouais. Ah, mais de toute façon, c'est quand même bien apporté pour trouver des solutions parce qu'on sait très bien qu'on est dans des situations où on dort pas, où on sait plus quoi faire, on comprend pas notre enfant. Et en fait, on se détache d'eux avec il y a cette distance avec tous ces objets. En fait, on pense que ça va être la solution et c'est juste un petit pansement pour le coup. Et puis souvent, à long terme, en tout cas, c'est pas souvent la meilleure solution, en tout cas pour l'attachement. Moi, je pense que voilà, et c'est vrai que une poussette, un porte-bébé, une écharpe, pour moi, personnellement, il n'y a pas photo. Après, c'est sûr qu'on n'est pas, c'est pas ce que nous montre la société. Et quand on dit on porte son bébé, c'est quoi ça? Non, puis après, Alors il en faut que, pour tout le monde parce que tu vas avoir mm, des personnes qui ne pourront pas porter leur enfant. Il y a des gens qui ont mal au mm, dos, il y a des gens ouais, qui ont déjà d'autres enfants et qui peuvent pas tout faire en même temps. Donc c'est bien que ça existe. C'est juste, encore une fois, l'utilité qu'on en a, qu'on en fait et pourquoi il y a ça. Il y a des gens qui se sentent très mal à l'aise de porter un écharpe. C'est OK. Les porte-bébés existent pour ça aussi. Maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme porte-bébé. mm, Il y a la possibilité d'avoir de l'information avec des gens qui sont formés. Les maîtrises de portage, on est formé à ça. On peut vous montrer comment porter un bébé, et comment surtout comment choisir pas le porter. aussi. Il y a- Comment choisir aussi son porte-bébé, comment choisir son écharpe, comment choisir son matériel Mm, pour pouvoir s'adapter et à l'enfant et au porteur et pas juste se dire ok moi je vais dans un magasin de puriculture, je prends le premier porte-bébé avec une mm. super marque que je connais et machin et bébé il est porté il a les parties génitales qui sont complètement squeezées, il est tout droit dedans, on voit bien qu'il est pas du tout confortable mais voilà et se dire bah ok de toute façon c'est une bonne marque. Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis ou alors que ça nous convient pas et se dire: «Bah, en fait, le portage, ça me convient pas», alors que c'était peut-être juste, parce que ça, c'est sûr, l'outil quand même de portage, que ce soit une écharpe ou un porte-bébé, c'est pas les mêmes et Ah, il y a vraiment pour, tous les goûts et surtout, il y en a qui sont pas du tout, adaptés et qui sont vendus quand même. Encore une fois, c'est pas parce que c'est vendu que c'est, les bonnes choses, hein. malheureusement. Puis c'est pas parce que c'est des marques qu'on connaît bien que forcément c'est bon aussi. Il y a des marques de puriculture qui sont, enfin, ça rend fou quoi. Que ce soit, il y a des choses vraiment, c'est fait pour du commerce. C'est pas fait du tout Mmh. pour Pour le l'enfant, bien-être, pour le ouais. bien-être et puis pour la physio. On est sur des Mmh. choses qui peuvent faire plus de mal que de bien. Donc voilà, je pense que il faut pas hésiter à se tourner, à demander de l'aide et après une fois qu'on a les informations de se faire sa propre idée, de prendre ses propres décisions. Mmh. Voilà, c'est de pas s'en remettre à quelqu'un de façon aveugle, ça a jamais été bon parce que c'est votre enfant, c'est vous les parents, voilà, on est dans quelque chose où ça reste votre décision, mais je pense qu'il faut pas hésiter à remettre en question, à aller chercher de l'information là où vous savez que potentiellement l'information elle sera plus juste, De qualité, de ouais. qualité que ce qu'on peut avoir de la voisine ou d'un preneur de santé où vous savez que c'est pas forcément son domaine. Mmh. Voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre plusieurs sons de cloche et à faire sa petite tambouille perso.